partis politiques et de grands leaders politiques qui sont aussi valables pour la démocratie. Et du point de vue de la sociologie politique, on les appelle les hommes de contre-pouvoir. On peut citer des personnes comme John Fondi, Damou Ndamdjoua et bien d'autres autres personnalités qui jouent quand même bien leur rôle dans l'opposition. D'ailleurs, vous l'avez vu au Sénat, la mobilisation initiée par les sénateurs du SDF qui ont posé le problème du cumul de mandat. Ils ont apporté la preuve qu'ils sont les hommes de contre-pouvoir. On en parle au cours de cette émission, c'était juste pour vous recevoir. Je voudrais me rassurer, j'ai invité le politologue et évidemment le militant du RDPC mieux, le cadre du comité central, parce que vous êtes membre de cette instance. Mais je voudrais comprendre, est-ce qu'il se passe dans votre parti? Vous dites être muselé, interdit de parole au nom du parti pour lequel vous êtes un cadre. Vous savez, monsieur Djipita, je suis un homme politique accompli. Le RDPC a deux types de militants, comme tous les partis politiques. Les militants engagés, comme vous le voyez avec des personnes comme Lionel Jospin, Martine Aubry, des personnalités comme Sarkozy, François Mitterrand, des hommes de combat qui ont fait ce qu'on appelle la pyramide. Vous savez, la pyramide, vous commencez par le bas. Moi, j'ai collé les affiches pour le RDPC à Paris, où j'ai été le patron du parti pendant près de 15 ans. J'ai connu à un moment donné l'adversité et le combat pour l'engagement auprès du chef de l'État. Je me souviens, lorsque j'ai rencontré le président de la République pour la première fois, j'étais le patron du parti à Paris. Le ministre d'État Esso, aujourd'hui, à l'époque, est directeur de cabinet civil. Le président arrive, il a l'hôtel Crillon, et j'ai l'honneur de conduire une délégation qui va être reçue par le président. J'ai observé le président à cette époque avec une curiosité à nulle autre pareille, parce que nous, dans la diaspora, on nous faisait croire qu'il n'y avait pas de démocratie au Cameroun, il n'y avait pas de dialogue. Surtout qu'à l'époque, j'avais déjà connu, étant très jeune étudiant, à la rue des Saint-Pères, où je faisais mes études de diplomatie et sciences politiques, et à la place de la Sorbonne, j'étais déjà, je me souviens, très jeune en première année, marqué par une époque très dure où je rencontrais nos compatriotes en plein hiver et en pleine neige qui étaient dans la souffrance de l'exil. J'ai connu des personnalités comme Anissé Canet, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, parce que j'ai connu les Anissé en souffrance. J'ai vu les Anissé Canet être des exilés. J'ai connu des personnalités comme Suzanne Kalalobé, qui est une grande amie et quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Elle était dans le combat pour la démocratie. J'ai connu en même temps des personnalités comme Abel Yinga, Mongo Betty, Indi Toumaza, et toutes ces personnes pour qui je voudrais rendre hommage au nom de la démocratie camerounaise et des luttes qu'ils ont eu à mener, m'ont marqué. Et lorsque le président Paul Biya nous a dit qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de prendre le maquis pour exprimer ses idées, beaucoup de Camerounais ne peuvent pas comprendre ce que c'est. Pascal Charlemagne, oui. Ça fait un peu plus de 3 minutes que j'ai posé cette question. Oui. Le lien avec votre musulman présumé ou alors que vous dénoncez? Je reviens donc à cela. C'est historique, voilà. Et quand vous avez mené un combat comme celui-là, le combat pour l'expression, ça a un lien, c'est là où je voulais chuter. Combat pour l'expression, combat pour la reconnaissance des valeurs, combat pour la mise en place d'une citoyenneté responsable, combat pour l'unité et combat pour la paix, parce que certains ont continué à vous dire que le Cameroun était en paix lorsque le président Paul Biya est arrivé, alors que nous avions des exilés. Vous comprenez que revenu dans mon pays, j'ai continué à servir. Et malheureusement, mon ascension et la reconnaissance politique que j'ai obtenue à la sortie du Congrès
ne m'a fait... j'ai même du mal à sortir parce qu'il me manque de qualificatifs. Je n'ai eu que des ennemis après. Et dans mon parti, au point où beaucoup n'ont pas supporté, effectivement, qu'enfin le parti est parmi tant d'autres, à l'image des personnes comme Madeleine Chuente, je peux citer Toboyoum, je peux citer les Anglais, je peux citer Awa Issatou, je peux citer Amir Gérard, je peux citer en interne des personnes qui doivent leur ascension à leur militantisme. Et malheureusement, ça n'a pas plu. Je vais vous dire pourquoi on veut me museler. J'ai bénéficié de la confiance de pratiquement tous les secrétaires généraux successifs du comité central. Senga Kour m'avait adopté, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, il m'a fait ce que j'appelle les confidences d'État. John Mollet, quand il est arrivé à Paris, il m'a adopté, il a fait de moi un fils. Et d'ailleurs, je profite pour vous dire que c'était un ami à mon père. Et papa m'a laissé à côté de John Mollet. Puis, M. Doumbé est arrivé. Et la plus grosse surprise, c'est que il m'a pris à ses côtés et m'a présenté d'ailleurs à l'époque de jeunes administratifs du parti qui étaient arrivés, notamment Jean-Fabien Moncam et mon frère et mon ami Christophe Dienzol. Et le ministre Sadi, ça a été la consécration. La consécration parce que c'est le ministre Sadi qui, il faut que je vous le dise, a soumis et a fait voir à mon Dieu vision à tout le monde que dans le parti, on avait des militants qui étaient muselés et qui étaient considérés comme des pestiférés. Dès que vous allez libérer votre parole, et je vais donc vous dire que Charles Atebayene, parce que nous étions trois vieux copains politiques dans la sphère, je dirais, médiatique, ça aussi il faut le dire. Charles Atebayene, puis surtout, j'ai des larmes aux yeux chaque fois que je pense à Charles. Et au regard de l'action que nous menions, Charles est mort, Pius est mort, je suis resté toujours dans mon engagement et de la ligne et ma fidélité vis-à-vis du chef de l'État. Mais malheureusement, j'arrive, je termine, je termine, parce que c'est important quand même pour... Et c'est pour ça que je vais laisser parler, mais voilà, je termine en 30 secondes. D'accord. Des personnes ont estimé que il fallait régler les comptes au ministre René Sadi. Alors tout à l'heure, et ils ont estimé également que j'en ai un peu trop fait, parce que dans ce livre, Charles Ndouba m'a révélé que certains avaient vendu des places. Et face parfois à mon étonnement, j'ai donc été invité chez vos confrères, pour ne pas les citer, Canal 2, où je n'ai pas demandé à être invité. Pascal Chalmin. Oui. Alors, ça fait 12 minutes qu'on a commencé l'émission. Oui. Jusque-là, j'ai eu 2 questions. Oui. Et donc, l'essentiel pour l'instant, ce qui m'arrête, pourquoi je suis muselé, était de comprendre si le musellement il est effectif, si c'est pas une autre sortie médiatique à votre actif. Non. Alors, le musulman, permettez que je pose la question. J'observe que pendant ce temps-là, vous avez donné des bons points à un certain nombre de camarades, de vos camarades. Alors, qui sont donc ceux qui vous empêchent de prendre la parole publique, de prendre la parole dans les médias? Pour rien donner des noms, qui sont les membres du RDPC, du comité central. Le président, pourquoi vous empêche-t-il de parler? Jamais. D'ailleurs, il est contre ça. Je voudrais d'ailleurs vous dire qu'aujourd'hui, ce sont les militants de la toiture. Ça dit ceux qui n'ont pas fait la Qui sont ceux qui vous interdisent de prendre la parole? Écoutez, je vous prends un exemple en guise d'illustration. J'ai eu à faire une sortie à Canal 2, je vous l'ai dit maintenant clairement, où j'ai estimé qu'il y avait un problème anglophone et qu'il fallait libérer les membres du consortium. Et que effectivement, jusque-là, les anglophones n'occupaient pas, du point de vue de la représentation, certains postes, parmi lesquels des ministères de souveraineté. Il y a des camarades, sur une émission, je me rappelle, qui avait duré 2 heures de temps, voire 90 minutes, ils n'ont retenu que les 3 minutes où j'ai dit qu'il fallait libérer les membres du consortium. Ce coup a été monté par la cellule
de communication du parti où, effectivement, ils ont estimé que je n'avais pas droit de le dire au nom du parti et que j'occupais une place qui ne me permettait pas de prendre certaines positions par anticipation. Mais malheureusement pour ces gens, j'ai été appelé la veille où ils ont tenté, même parce qu'ils ne peuvent pas me museler, où ils ont tenté de me bousculer. J'ai été reçu au cabinet civil sous instruction du chef de l'État qui m'a demandé de faire une note pour motiver cette position. La note a été effectuée, le ministre Belinga vient encore, et je vous assure, le lendemain, Paul Biya, le président de la République, a libéré les membres du consortium et j'ai eu raison. Et là où c'est plus grave, j'ai eu raison sur ceux qui m'ont traîné dans cette affaire. Bon, votre note a permis la libération des membres. Pas forcément ma note, je vais vous dire quelque chose. C'est un militant, c'est un homme engagé. Un homme politique. Alors, deuxièmement, dimanche dernier, je n'ai rien demandé à qui que ce soit. Je n'ai pas appelé Bouba Ngomna ou Canal 2 pour leur dire je vais venir à la télé. Comme vous m'avez invité, je suis venu. Ça fait 3 semaines que vous pouvez témoigner de ce que je ne viens pas vous dire, monsieur Dipita Tongo, je vais venir. Ça fait 3 semaines que je vous invite. Vous pouvez témoigner de cela. Alors, Bouba Ngomna a fait la même chose. Mais je vous assure, j'ai été humilié. Je me suis habillé, j'ai pris mon aide de camp, mon accompagnateur, j'ai pris mon chauffeur. Quand Bouba Ngomna me fait état de ce qui ne peut plus me recevoir. Mais avant, j'ai eu un camarade à la cellule de communication du parti qui m'a dit fais attention, Jean-Fabien Moncam et le ministre Mokoko auraient reçu des recommandations ou auraient demandé au secrétaire général du comité central que toi tu ne parles plus et surtout pas au nom du parti. Et à cette émission, ils ont dit qu'ils m'envoient quelqu'un. Vous avez d'ailleurs vu comment ce camarade qui a été envoyé là a été malmené par Valseré et tout le monde. Vous avez vous-même vu que c'est une faute parce que d'abord, ce secrétariat général a des personnes aujourd'hui qui ne connaissent même pas ce que c'est que le parti. 1, je suis membre du comité central. 2, je suis un homme politique. 3, le parti a 2 types de personnel. Il a le personnel politique qui prend des initiatives, qui peut parler dans les radios, dans les télévisions, et qui peut assumer cela pour le chef de l'État ou pour le parti. Et il y a le personnel administratif. Ils ont donc envoyé un membre du personnel administratif, donc je ne vais pas le citer, pour ne pas le citer, Simon Meyanga. Je peux retenir ce soir. Non, vous devez plutôt retenir Je peux retenir ce soir. Vous pouvez retenir en tant que militant, ce que vous direz engage néanmoins votre parti. Écoutez, monsieur Dipita, écoutez-moi bien. Vous savez, ce n'est pas parce que nous sommes au RDPC et nous soutenons fortement le président Paul Biya que ceux qui ne sont même pas du parti et qui ont des lacunes politiques devraient nous neutraliser. Écoutez-moi très bien. Prenez un pays comme la France, les États-Unis ou l'Angleterre. Vous croyez que le responsable de l'humanité, comme c'est le cas avec Simon Meyanga qui travaille au journal L'Action, c'est lui qu'on doit envoyer parler au nom du parti? Quand vous travaillez pour un journal, écoutez, on nous écoute à Monde Vision, ça doit faire rire tout le monde. Le Parti Socialiste a des employés. Vous voyez un jour un journal proche du Parti Socialiste ou un journaliste du Parti Socialiste. Les employés qui pour certains sont militants, non, c'est très donc grave. sont également mandatés. Mais ils ne sont pas personnels politiques. Ils ne sont pas personnels politiques. Écoutez-moi bien. Est-ce que du fait de... Beaucoup ne comprennent Est-ce que parce qu'ils ne sont pas personnels politiques, ils peuvent pas parler de Ils ne peuvent pas. Le parti a 2 types d'organes. Écoutez-moi très bien. 2. Les organes centraux, le bureau politique, le comité central, les bureaux nationaux OFOJ et RD, et les organes de base, les cellules, les comités de base, les sous-sections et les sections. Prenez l'article 17 des statuts du RDPC. Vous savez, personne parmi tous ces... Quand je vois un monsieur comme Moncam qui ne peut même pas parler à Banca. Moi, quand je vais à Banca, laissez-moi aller jusqu'au bout. En même temps, on va pas les suivre les gens qui ne sont pas présents. Oui, mais en attendant, vous avez voulu comprendre. Oui, je voulais comprendre. On m'a dit que c'est lui qui, chaque fois... Je pense avoir mieux compris. Non, vous n'avez pas compris. Je reprécise ma question. Je reprécise ma question. À la limite, je voudrais que son réponse fermée. Oui. Est-ce que oui ou non, ce soir,
Vous parlez au nom du RDPC. Oui. D'accord. Oui, ce soir, écoutez-moi bien. Je parle au nom de mon parti. Parce que je suis un cadre du parti nommé par le chef de l'État. Je sais qu'ils font tout ça pour bloquer l'action du président pour certains. D'accord. Et de deux, permettez-moi de terminer, je parle également en tant qu'analyste. Les partis aujourd'hui n'attendent pas qu'on aille reformer des gens, des administratifs. Et je vous ai dit qu'il y a deux types d'organes. Un président de cellule ou un membre d'une cellule peut parler au nom du parti. Un président de comité de base, un responsable à qualité à parler. Je le dis. Non, je voulais vous dire que, allez jusqu'au bout pour terminer. Rassurez-vous, mais par contre, j'ai mieux compris. Je vais vous dire où est la faute. Mais c'est ça la réforme du RDPC et de notre parti, quand on prend des gens qui ont fait toute leur carrière au secrétariat général et qui se sont enrichis. Parce que Allemagne. Non, vous allez me laisser terminer. Non, c'est moi qui pose la question, tout au moins. Mais c'est votre question. Ben oui, non, mais moi, alors, je voudrais vous dire que moi, je suis j'ai compris la réponse. Donnez-moi juste une seconde. Pascal, juste une seconde. Merci. Et pour compléter votre présentation, vous êtes également chef supérieur. Je ne suis pas chef supérieur. Je suis de la chefferie supérieure. Ayabassi Centre. De par Bikabe Biombe. D'accord. Lignage d'une chefferie millénaire. Où Kumkang Bayi est le chef actuel, mon cousin. Et dans la même famille Bonabeke, c'est-à-dire les Bonabeke sont les autochtones de Yabassi Centre, à l'image des Bonapriso, des Bonanjo, comme à Yaoundé on peut parler d'un Vorada, dont je suis autochtone. Et dans notre grande famille de la chefferie, la chefferie de Yabassi Village Centre, c'est le foyer Bonangongé qui garde le lignage et la succession. Et la chefferie supérieure est tenue par nos cousins, les Bonadingos. Donc ça fait que je suis l'héritier de mon père, et même de mon arrière-grand-père, et de mon grand-père, Mike Nyamdine Tongo Jonas, qui était chef, et effectivement, étant fils unique de ce lignage, mon papa ayant été chef, j'ai donc été dépositaire de cela. C'est pourquoi, effectivement, je suis chef, j'assume cela, je suis un professeur de majesté. Qu'est-ce que vous savez le mieux dans cet assemblage de titres? Il n'y a que ça au Cameroun. Alors, je suis un universitaire. Aujourd'hui, un homme politique qui s'est toujours engagé, comme j'ai eu à vous le dire, dans mon parti, au service d'abord, ça je le dis toujours, du biaïsme. Parce que comme vous savez, le biaïsme a précédé le RDPC. Quand le président Paul Biya arrive au pouvoir, il vient avec le renouveau. Le renouveau repose sur deux piliers, la rigueur et la moralisation. L'accompagnement de ces piliers est assis sur trois déterminants. La justice sociale, l'ouverture démocratique et le rayonnement diplomatique. Donc si le biaïsme a précédé le RDPC, on peut dire qu'il a coïncidé avec l'UNC. Oui, historiquement d'ailleurs, si vous lisez mon livre, vous allez vous rendre compte qu'en tant qu'idéologue, certains encore vont penser qu'ils peuvent m'enlever ce titre, du moins ces faux militants qui occupent les fonctions au secrétariat général et qui se prennent pour des décideurs. Devrait comprendre, prendre la leçon et comprendre que le RDPC, d'ailleurs, si vous lisez mon livre, à la page 212, je parle d'un parti né dans un environnement pressant. Tout simplement parce que le président Paul Biya, si vous voyez bien, entre 1982 et 1984, le président a opéré à 5 remaniements ministériels. Mais, pour mars, le signe, hein. Avril, juin 83, ensuite octobre 83, ensuite août 83, ensuite avril, et puis ça veut dire qu'il y avait des problèmes quelque part. Pour revenir un peu à la chefferie de Yabassi, oui. Comment elle se porte aujourd'hui? Très bien, très bien. Ça veut dire que je suis un autochtone, je suis très fier de l'être, parce que, voyez-vous,
les Bonabékais, c'est-à-dire nous les autochtones, sommes aujourd'hui une minorité dynamique, mais nous avons ouvert la chefferie à tout le monde. Elle se porte aussi bien au lendemain de ce cafouillage électoral entre Sambaka, Jacques Maboula, le maire au départ à RDPC, désormais dans un autre parti qui après soutient notre candidat à la présidentielle. Ça va bien, Yabassi? Alors, si vous me parlez de la chefferie, je voudrais vous donner une petite précision. Ma chefferie de Yabassi Centre, où Sa Majesté Messanga Nyamding règne au trône, est la chefferie la plus peuplée du Nkam. Moi, ma chefferie de Yabassi Centre, c'est la plus peuplée. Cette petite chefferie. J'ai dans cette chefferie les Bonabékais, mon groupe ethnique, les Bonaloko, les Bonaba, les Longtoka, et puis les Bonadisake, qui sont mes cousins. Alors, il y a une sérénité qui règne au point où aujourd'hui, mon plus grand souhait est que certains pans de cette chefferie soient même éclatés pour initier d'autres chefferies. Parce que j'ai toujours dit... Il n'empêche que cette sérénité, tout au moins sur le plan politique, à un moment donné, tourner le dos à votre parti. Non, vous savez que il y a la solidarité de tous les Kamois. Vous savez que je suis un Sawa. Et chez nous, les Sawa, la légitimité vient d'abord de la famille. Vous voyez, assis ici, quand je dis Bonabékais, tout le monde voit ce que c'est. Et quand je dis chefferie et Yabassi, tout le monde voit d'abord mon père, mon grand-père, mes arrière-grands-parents et toute la grande famille Bonabékais. Parce que c'est comme ça que nous tirons notre légitimité. Je sais pas. Maintenant, il y a en relation avec ce que vous voulez dire. Je ne vais pas bouter, mais vous allez voir la relation. Voilà. Sauf que je voudrais bien que nous puissions faire la différence, la part des choses, entre l'action traditionnelle et l'action politique. Vous arrivez à faire la part des choses. Effectivement, nous avons eu un combat des élites face à un frère qui devenait un crocosaure, c'est-à-dire quelqu'un qui s'amusait à mordre tout le monde. Il s'est retrouvé dans ce jargon d'une sociologie politique singulière à apparaître comme un ange du mal. Et beaucoup ont estimé que Yabassi ayant toujours tout donné au président de la République, on ne pouvait plus supporter cette imposture. Yabassi, dans ce combat des élites, a donc décidé de prendre ses responsabilités. Or, dans ce jeu, vous allez voir la relation avec Maboula, qui est un militant qui est du RDPC. C'est moi qui fut investi par le président de la République comme vice-président de la commission départementale des investitures en 2013. C'est moi. C'est moi le vice-président. Vous parlez là au vice-président de la commission départementale des investitures. Le président, c'est M. Gravon. Malheureusement, à l'image de ce qu'on a vécu avec une certaine personne frustrée de nous voir beaux, élégants, dynamiques, et parce que nous parlons bien, et parce que nous avons ce qu'on appelle un état de service, eh bien, la liste que nous avons investie, mais Sengue avons vie encore, n'a pas été publiée. Le secrétaire général Nkouete a instruit cette très haute recommandation du président national qui voulait que les listes ne soient pas changées lorsqu'elles arrivent dans les délégations. Or, celle d'une Nkam a été changée. Moi, j'ai donc pris l'avion en août, je suis parti à Paris. Je suis revenu ici le 21 septembre. Le 25, je me suis rendu à Yabassi. Et les mêmes ennemis m'ont écarté de tout. Et quand, malheureusement, nous avons perdu, ils m'ont traduit au conseil de discipline du parti.
J'ai été traduit au conseil de discipline du parti. Et Dieu merci, dans ce conseil, j'ai été acquitté. Je peux vous prendre des témoins. Don Soumet était rapporteur. Le ministre Don Soumet vit encore. Baba Amadou vit encore. Talba Malam vit encore. Monkam le désordonné là, lui-même vit encore. Mais le même frère est allé au secrétariat. Il a vu le président Mafani. Et on a mis mon nom dans le blanc. Et c'est grâce au chef de l'État et son enquête que la supercherie est tombée. Et comme si ça ne suffisait pas, je suis constamment harcelé. Constamment harcelé. Constamment harcelé par les mêmes. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, je termine là-dessus, nous sortons de Yabassi, où le ministre d'État Esso m'a fait état de ce que on comptait aussi sur moi pour que Yabassi se remobilise à l'effet d'effacer un triste passé, parce que le président en tout cas a tranché. Il a tranché pour le billard. Et malheureusement, beaucoup n'ont pas apprécié cette grande victoire du ministre d'État Esso dans le littoral. Surtout que tous les conseillers, et je vous parle à la télévision, ils sont là. J'ai passé une nuit blanche avec les conseillers, à genoux, demandant à ses frères, la bataille des élites est terminée. Et c'est comme ça que Yabassi a voté à 98%. Donc tous les conseillers de Yabassi, sauf une qui est engagée à la NDP, ont voté pour le RDPC, pour notre frère Kinge et pour la grande liste du littoral. Donc quelques temps après cette victoire, les pestiférés... Donc on peut penser que pour la prochaine élection présidentielle, Yabassi qui tout au moins à travers son maire Jacques Maboula a donné sa parole, je peux le dire comme ça, politique, au candidat Akere Mouna, que Yabassi ne votera pas Akere Mouna et restera solidaire. Vous voulez que je vous révèle quelque chose? Je vous donne une exclusivité. Ça me plairait bien, merci. Lorsque la bataille des élites a amené mon frère et mon ami Maboula à la tête de la mairie sur le label de l'UFP, je voudrais vous dire que Olivier Billet ne connaît pas Yabassi. Il ne sait même pas comment cela se fait. D'ailleurs, quand il est revenu à Yabassi, on l'a chassé, on l'a foutu à la porte. Maboula et le conseil s'étaient engagés à revenir au parti. Surtout que le président avait compris le problème du camp. L'exclusivité est que le président Paul Biya m'a reçu. Et dans cette audience, je n'étais pas seul. Je vous assure, Tobo et Youm étaient là. Le grand frère Tobo. L'ancien délégué Pokosi était là. Et quelques camarades politiques que je ne peux pas tous citer ici. Il m'a reçu. Le président Paul Biya m'a interpellé. Il m'a dit, mais moi je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé à Yabassi? J'ai dit au président, c'est elle. Vous lui avez dit que c'est qui? Oh mon Dieu! Vous savez, le président a besoin de connaître la vérité. Hein? Qui avez-vous désigné? Mais je lui ai dit, comme étant responsable. J'ai désigné celui qui a été désigné. Vous savez, les conversations avec un chef d'État. De manière légère. Non, vous savez, c'est un président, c'est un chef d'État. Je vous révèle, je prends tout simplement mes responsabilités en vous disant que j'ai dit au président de la République, d'abord les témoins et tout ça, ils ont sursauté. Qu'il s'agit de Moukokon Bondiou. Je ne sais pas qui vous voulez citer. Moi, je ne prononce plus certains noms. Je vous dis que j'ai dit au président certains. D'ailleurs, ce jour, j'ai soumis à sa très haute attention d'observer que Maboula et les autres ont battu campagne avec l'effigie du chef de l'État, avec les habits du parti, avec les amis du RDPC portant l'effigie du président Paul Biya. Et le président a compris ce qui s'est passé. Que vous a-t-il dit, le président? Et qui comptait sur moi. Je vais d'ailleurs vous dire quelque chose. Ça, je peux le révéler. Le chef de l'État m'a dit qu'il a été le premier
très surpris, positivement surpris, de voir que le mouvement des biaïs existait. Je vous révèle encore, je vous fais encore notre confidence. Il m'a également fait état que c'est lui personnellement qui a demandé qu'on m'appelle au comité central. Vous vous sentez un peu intouchable, vous pensez... Je ne suis ni... Pour revenir avec le cas. Non, sur ce point. Pour revenir avec le cas. Quand vous dites intouchable, je préfère répondre. Pour revenir avec le cas. Avec votre permission. Vous répondrez, laissez-moi revenir avec le cas, vous répondrez après. Donc je peux conclure. Oui, c'est vous le patron ici sur le plateau. Non, je veux dire en termes de questions. Oui. Je peux conclure que Jacques Maboula, son soutien vis-à-vis de Akere Mouna sera un bluff. Non, ce que je voudrais d'abord vous dire, c'est que je ne suis ni un voleur, ni un destructeur, ni un arriviste, pour donner l'impression que je suis hyper protégé. Au contraire, par moments, je ne me sens pas protégé. Moi qui vous parle, j'ai parfois pleuré avec Akera et le souci, à l'effet de savoir ce qu'on a fait aux imposteurs qui n'ont jamais été militants, mais qui ont parfois les postes PCA 2 fois, directeur 8 fois, ministre 7 fois, ministre et militant, directeur et militant. Vous savez, le combat militant, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, il est permanent. Il faut être courageux. Mais lorsque dans votre vie, vous avez déjà rencontré le pape, c'est mon cas, Jean-Paul de Maréchal à Rome, j'ai connu François Mitterrand, cette main a salué François Mitterrand, cette main a salué Jacques Chirac, cette main a salué Sarkozy, cette main a salué Bill Clinton. Permettez-moi de revenir avec ma boule, vous verrez le lien. D'accord. Cette main a salué plusieurs fois le président Paul Biya. D'ailleurs, depuis que je suis au comité central, chaque fois j'ai été présent à toutes les cérémonies, y compris au vœu, sauf l'année dernière parce que j'étais en mission. Mais il s'est dit que vous n'étiez même pas invité l'année dernière. Oh, je crois que même le secrétaire général du comité central et le président voulaient que je vienne à la télé pour vous dire voilà mon invitation. Revenons. Je suis noble. Mais je vous dis tout simplement que, étant très mature politiquement, je ne mène plus des petits combats. Je mène des combats qui peuvent porter. Des combats de vision. Donc vous dites au RDPC ce soir qu'il n'y a pas d'inquiétude. À la prochaine élection présidentielle, le NCAM votera Paul Biya et personne d'autre. C'est la question que je pose. Je reviens à la confidence. C'est ma boula. Oui, mais c'est vous qui perturbez. Restons à la confidence. Je vous ai dit qu'il y avait une grosse confidence. Allons-y donc. Alors, Maboula a trop souffert. Je voudrais même à cette occasion avoir une pensée pour mon frère et un ami qui a mené le combat à nos côtés, Martin Yamsi, qui malheureusement aujourd'hui a des difficultés. Et Maboula attendait d'en revenir. Les mêmes classiques ont bloqué la démission du Conseil. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. En fin de mandat, quand je suis allé en mission récemment à Paris, Maboula m'a dit, mon frère, je reste biaïste. Le fondateur du mouvement, c'est toi. Mais avec toutes ces personnes qui sont toujours là, quand on veut nous écraser, quand on veut nous marginaliser, eh bien, je vais voir ailleurs. Et il est parti. Et il m'a dit que désormais, c'est à quel? Vous savez que, sans propagande, j'ai été parmi les premiers Camerounais sollicités par les équipes de campagne d'Akere. Ils nous suivent. Je peux les citer. Mon frère et mon ami Christian Tabestine. Penday Koka, c'est où on s'est retrouvés lorsque nous avons été sollicités. Je ne vous cite pas des voyous, hein. Je vous cite des personnalités crédibles. Monsieur Penday Koka, qui est pour moi l'un des génies et des visionnaires les plus doués de sa génération, pour vous dire, nous sommes restés jusqu'à 3-4 heures du matin, parce que les gens négociaient pour qu'on aille là-bas. J'ai dit non, je ne pars pas. Parce que je suis avec Paul Biya, ce visionnaire, cet homme prédestiné que Dieu a donné au Cameroun et qui fait ce qu'il faut. Je suis toujours en attente de la confidence. Hein. Mais la confidence, c'est que Maboula est parti. Il a dit qu'il n'est plus là parce que beaucoup ont bloqué sa mutation.
Donc vous allez cravacher dur pour retrouver les voix de Paul Biya à la prochaine élection. Oui, pour moi c'est une faute, pour mon frère Maboula. D'accord. D'ailleurs, je vais vous dire, le soir où nous nous sommes retrouvés, quand je me battais, d'ailleurs avec Maboula, pour que les conseillers votent tous RDPC, contrairement à certains qui dans leur village, par exemple dans le Wonkam, chez Monkam, sur 148 conseillers, à peine 138 ont voté. Voilà un monsieur qui n'a même pas amené les voix dans son village. Je ne suis ni de Banka, ni du Wonkam. Moi, je suis Sawashi Abassi. Mais je ne comprends pas pourquoi ce monsieur s'intéresse particulièrement à moi. Nous n'avons rien en commun. Moi, je suis professeur des universités. Bon, je reviens sur Maboula. Maboula, pour moi, commet une erreur, mais qui est une erreur de conviction. Ce jour, à 2h du matin, parce que je ne voulais pas le chantage, devant tous les conseillers, ils peuvent témoigner, ils peuvent faire des SMS. J'ai dit à Maboula, merci. Au nom du départemental Titi Pierre, merci au nom du régional Laurent Esso, et merci au nom du chef de l'État, parce que vous nous assurez que nous allons avoir tout le vote parce que nous allons venir à la maison. Et je lui ai dit que, mais, Maboula, tu restes un frère, je ne veux pas que ce soit un chantage, ce vote. Je te combattrai à l'élection présidentielle si tu t'entêtes toujours à soutenir Akere. Vous voyez la confiance. Alors, j'ai rapidement parcouru évidemment votre vie, hein, primaire et secondaire au Cameroun. Vous avez d'ailleurs été joueur de football, retourné à la Raclette. Oui. Vous avez été mannequin aussi. Oui, j'ai été mannequin. Vous savez, c'est vrai, la santé transversale, hein. Oui, j'ai été mannequin chez D'Agostino. Vraiment, c'était un solide en passant. Oui. Et puis, dans Tonnerre, j'ai d'abord été au Mongo Football, où j'avais pour entraîneur Moudjou Ben. Vous revenez au Cameroun et vous officiez à l'IRIC. Oui. Pourquoi ça retourne? Donnez-moi 30 secondes pour cette dimension, les plus beaux moments de ma vie. J'ai gagné la 2e édition de la Coupe Top. Ce qu'on appelle aujourd'hui des brasseries, avec le Racing Club de la Briqueterie. J'avais Mabouan Kissa, j'étais leur capitaine, il y avait Mabouan, il y avait Missé, il y avait les autres, on a gagné la Coupe Top, 2e édition. Et puis, j'ai été dans le Tonnerre avec Ebous, avec Dongo, qui étaient mes entraîneurs, et puis avec des personnes comme Togo, Mongo, on a passé de beaux jours. Et puis la consécration, c'est lorsque j'ai été appelé à l'équipe nationale par Djelezek. Et j'ai connu, je suis de la 7 promotion où il y avait Songo Jacques, il y avait Mabouan Kessak, il y avait Missé, il y avait un Voum. Vous jouiez à quel poste? Oh, j'étais un terrible milieu de terrain. Vous savez, j'ai des camarades de classe aujourd'hui, quand elle leur dit, mais Sanga Niamdi ne voit pas. C'est une parenthèse qu'on referme. Oui, mais alors, vous décidez de venir au Cameroun. Certains essayent de leur dire, attention, c'est lui qu'on appelait Arantes. Non, vraiment, je veux même vous avouer quelque chose. Ouais. Je n'aimais pas l'école. J'ai fait l'école pour faire plaisir à mes parents, parce que moi, je voulais devenir judoka, karatéka, pardon, je faisais le kinjitsu, footballeur ou musicien. Vous avez d'ailleurs le profil physique, si on dit. Oui, mais oui, j'ai gardé. Pourquoi vous venez au Cameroun après vos études, vous aurez pu rester en France? Oui. Qu'est-ce qui vous motive? Oui, surtout que en France, je ne l'ai jamais caché, j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai joué à Saint-Ouen, où j'ai fait venir à l'époque maman. J'ai joué également à Versailles, avec quelqu'un comme Amara Simba. Et lorsque je termine dans ma thèse, je suis recruté à l'Université de Paris 1 comme chercheur, enseignant-chercheur. J'obtiens ma qualification de maître de conférence des universités françaises en décembre 1998. La France m'affecte à l'UAG, l'Université des Antilles-Guyane. Là encore, on m'appelait là-bas le professeur footballeur. J'ai été champion de Guyane, 98-99, 99-2000, 2000-2001. Et alors pourquoi je reviens au Cameroun? Pourquoi je reviens au Cameroun? Je reviens au Cameroun effectivement parce que le Cameroun, d'abord je suis fils unique. Mon père a eu 14 enfants, 13 filles. Je suis le seul garçon. Mon papa est décédé en 2003, prince héritier. Et puis, il y avait aussi, et ça il faut que je rende aussi hommage au ministre d'État Tana Mbara,
qui, sous proposition du professeur Pondy, que j'ai connu étant enseignant en France, lors du séminaire des GEMDEV, Pondy dit, mais oh mon Dieu, mais il faut rentrer. Et finalement, le ministre Atangana Mbabara a joué un très grand rôle. Ma pauvre maman aussi, vous savez, je suis de mère Betty. Ma mère est d'une très grande noblesse et Wondo et Eton, parce que la mère à ma maman est Edouard d'Ahala. Et la grand-mère maternelle à ma mère est de Mvorbeti. Et en moment Vienna, ma grand-mère et Wondo s'est mariée chez mon grand-père paternel, les Eton, et Mvorbodamier. Et ma mère est née. Puis voilà, pour tout vous dire, il fallait venir gérer toutes ces contradictions. Et vous allez directement à l'ERIC? Et oui, j'ai eu... Ça sent bien à l'ERIC? Oui, mais quand je viens à l'ERIC, vous allez sursauter. Je ne suis pas mégalomane, mais il faut que je le dise. Je suis le seul enseignant au Cameroun. Je dis bien le seul. 3 en Afrique centrale. 8 en Afrique noire ou bien en Afrique subsaharienne, titulaire de 2 doctorats nouveau régime, en droit, je dis bien, en droit public et en sciences politiques. Seul au Cameroun. Je parle devant la télé s'il y a un professeur ou un collègue. De toute façon, le ministre Fameux Ndongo m'en félicite toujours, mais tout petit et tout modeste. Je suis maître de conférence des universités françaises, avec contrat. Dans mon pays, on m'a pris comme assistant. Pourtant, j'étais le patron du parti à Paris. Vous voyez que le RDPC n'est pas un parti de copains. Comment vous l'expliquez? Ça veut dire que, bon, on est parfois très dur vis-à-vis des gens dans ce pays qui ramènent le talent. Vous savez, je retiens quand même que ce pays, malgré tout ce que le président Paul Biya initie, ça se passe dans les il y a des caciques, qui ne veulent pas voir. Que ça va? Oui, écoutez, le port ne se dit pas gras. Lorsque j'ai eu mon accident oculaire en 2010, beaucoup ont dit ça y est, c'est terminé. Mais je voudrais vous rappeler que j'ai brillamment refait le concours. J'ai retrouvé le grade d'enseignant de rang magistral. Parce qu'on m'avait ramené ici d'abord comme chargé de cours, puis comme assistant, puis chargé de cours rapidement. Grâce encore au ministre Ndongo. De l'ERIC à l'ENAM, il n'y a qu'un pas. Oui. La récente actualité à l'ENAM. Oui, que je connais très bien parce que quand je suis rentré, j'étais à l'ERIC. À l'époque, c'est Mama qui m'avait recruté aussi à l'ENAM, où j'avais des cours et il a fait de moi membre titulaire des On peut dire qu'avec le départ du ministre Anguine, tout est rentré dans l'ordre. Oh, vous savez, les dernières réformes d'ailleurs. Je ne pourrais pas, je ne suis pas mieux placé pour être juste, pour une seule raison. Le directeur actuel de l'ENAM, c'est mon camarade de classe et mon ami intime. Donc vous voyez que je ne peux pas mener des arbitrages contre mon ami. Absolument. Vous savez qu'il y a des solidarités de génération, des solidarités de camarades de classe. L'UNIS Mendiana est mon ami intime. D'ailleurs, il me racontait encore une histoire qui m'amuse. Il disait qu'on aimait se battre et on aimait se retrouver ensemble. Parce que quand Mendiana et moi, nous boxions quand on avait 11-12 ans. Donc vous réservez de donner votre appréciation? Non, je pense que Mendiana, c'est un garçon doué. Vous réservez de donner votre appréciation dans ce cas, ne la savez pas pour les raisons que vous avez évoquées. Oui, je vous dis, je vois dans les arbitrages. Vous étiez au Parti Socialiste. Vous étiez au Parti Socialiste. Mon ami. Vous étiez au Parti Socialiste français. Oui. Vous vous retrouvez au RDPC. C'est ça. Du gaullisme, de la gauche au Parti libéral, comme on dit. Parti libéral. Est-ce qu'il n'y a pas, je veux dire, une contradiction dans cette démarche politique? Non, parce que ça peut apparaître ainsi lorsqu'on rentre, mais je voudrais vous dire que j'ai été au mouvement national des étudiants de gauche avec Isabelle Thomas. En 86, je me souviens, quand nous avons perdu notre ami Malik Oussekine parce que nous protestions contre la loi de Vaquet, j'étais déjà engagé. Vous savez, dans les pays développés, États-Unis, France, Angleterre, Italie, les élections dans les universités ne s'opèrent pas entre des individus. Les élections s'opèrent entre les étudiants de gauche, les étudiants de droite, les étudiants du centre, les étudiants d'extrême gauche, etc. Parce que ils sont déjà porteurs d'une vision et on prépare déjà ces jeunes à gouverner. Je prends dans ma carte parce que j'habitais le 14e, auprès de Edwige Avis, qui a d'ailleurs été ministre de la Coopération.
J'entre au mouvement d'abord des jeunes baristes et je suis séduit. Alors, je vous assure, par François Mitterrand. D'ailleurs, quand je vois ces choses, je me souviens en 1988, j'ai été dans l'équipe des jeunes qui avaient battu campagne et collé les affiches autour du slogan « La France unie ». C'était alors formidable. Parce qu'à côté, vous aviez... Comment peut-on ça vous retrouver à l'EDPC? Alors, vous allez comprendre pourquoi. Vous aviez à côté des étudiants et les adversaires du président Mitterrand, que nous on appelait tonton déjà à l'époque, qui disaient il est vieux, 71 ans, c'est trop. Parce que le 10 mai 1981, quand François Mitterrand arrive, il a 64 ans pour la première fois. Certains trouvaient que c'est vieux. Il veut réempiler et il réempile à 71 ans. Moi, j'ai des convictions. Et quand je vois le président Paul Biya, que je ne connaissais pas, je suis étudiant à la Sorbonne. J'ai un professeur qui s'appelle Claudette Savonnette Guillaume. Vous savez, aujourd'hui, il y a Internet. Vous citez, on regarde. Professeur à la Sorbonne. Elle nous dispensait un cours intitulé Anthropologie du pouvoir. D'ailleurs, je dispense le même cours aujourd'hui à l'université de Yaoundé 1 parce que je suis également associé là-bas. Et elle nous donne comme œuvre à étudier, parmi tant d'autres, pour le libéralisme communautaire. Et j'ai été très marqué par une vision porteuse. C'est ça qui vous décide d'aller vers le développement, de solidarité. Dans le RDPC. Et je vais terminer rapidement. Dans le RDPC. Et je découvre qu'avant, j'avais déjà lu le socialisme africain de Julius Nyerere. J'avais déjà été très marqué, avec beaucoup de frissons. Et je crois un autre président qui a été également marqué par le... Dans le RDPC, vous avez connu comme secrétaire général. Kwame Nkrumah avait déjà lu Africa Most United. Et quand j'ai vu cela, j'ai dit, mais mon Dieu, mon rêve le plus fort est de soutenir ce monsieur qui a écrit pour le libéralisme communautaire, parce que c'est porteur d'espoir. Dans le RDPC, vous avez connu François Senghor, très bien, comme secrétaire général. Il m'a fait beaucoup de comme secrétaire secrétaire général Joseph Charles Ndumba. Oh, le René Emmanuel Sadi. Vous direz des gens qu'il est le secrétaire général de tous vos malheurs. C'est ce que les gens disent. Parce que c'est sous Jean Kouété que je suis traduit au conseil de discipline. Vous dites quoi? Ben, c'est vrai. C'est un peu pour moi. D'ailleurs, mes parents, vous savez que j'ai une maman qui a été Madame Tonnet, qui est connue par tout le monde, qui a d'ailleurs beaucoup œuvré. Elle a été au comité central, elle a été présidente de section, elle qui a créé l'actuelle section de Yaoundé 2, elle a été députée. Elle connaît bien le père Nkouété, qui d'ailleurs, et tout ça. Bon, il m'a toujours dit qu'il ne sait pas ce qui se passe. Mais je constate quand même qu'avec tout le respect que j'ai pour le père, que sous son mandat, on me met de la vie très dure. Mais peut-être parce que 35 ans de bias, vous n'êtes pas, je veux dire... On me met de la vie très dure. Il n'y a pas un sentiment de lassitude, 35 ans de pouvoir, vous ne vous dites pas, essayons autre chose aussi au RDPC? Oui, la politique ne se fait pas en termes de... sous l'auspice de l'affection. Vous savez, j'ai été très marqué par le Parti socialiste sous l'ère Mitterrand. Je vais vous dire quelque chose. Je rencontre un jour un homme politique français qui s'appelle Rocard, Michel Rocard, ancien Premier ministre. Il me dit, vous êtes Camerounais? J'ai dit oui. Il me dit, vous avez la chance d'avoir un homme comme le président Paul Biya, qui a toujours su concilier les accords et les désaccords. Mais voyez ce qui s'est passé au Cameroun, M. Dipita en 1992, après la première élection législative où le RDPC s'est difficilement sorti avec une majorité relative de 88 députés. Accompagné de toutes les contestations qu'on a pu observer. Accords et désaccords sous l'auspice du président Paul Biya.
sont aujourd'hui l'élément, sinon l'un des éléments moteurs de ce que le Cameroun est. Regardez un bel Bouba Maïgari, 68 députés, et entre au gouvernement. Un Frédéric Augustin Kodong, UPC, 18 députés, et entre au gouvernement. Un ministre d'Akole Daïsala. Elle n'a pas encore répondu sur la question de la lassitude, 35 ans après. Mais je vous dis que accords et désaccords font que ce visionnaire continue à rassembler. Nous sommes en Et après, vous voyez que vous voulez que 35 ans après, il a mis des projets structurants. Vous voulez que c'est Akere Mouna qui vienne réceptionner les grands... Ces projets restent des projets. Mais voilà. Mais qui? Vous les voyez? L'homme pas, bien sûr, écoutez, il y a des points d'or, moi je pense que c'est là où les stages qu'on continue de vivre. C'est la résilience. Moi je peux aller plus loin que vous. Ces projets qu'on attendait en 2015, les ministres sont en prison. Qui en 2018. Oui, mais les ministres sont en prison. Les anciens secrétaires généraux de la prison sont en prison. Peut-être tout le monde n'y est pas encore. Les autres continueront à aller. Mais écoutez, vous avez même des gens qui finissent par vous dire, comme j'ai entendu le président d'un parti qui a tenu son congrès récemment. Est-ce la prison qui va résoudre tous les problèmes qu'on vit durement? Oui, mais en attendant, depuis, je crois, c'était 2004 ou 2006, le congrès du RDPC, le président annonce qu'ils vont rendre gorge. Les gens rendent de gorge, mais les problèmes demeurent. Monsieur Dupita, les gens continuent à aller en prison. Oui, les problèmes demeurent. Est-ce qu'on ne gère que des problèmes? Alors, est-ce qu'il n'y a pas des écoles? Nous sommes en année électorale. Est-ce qu'il n'y a pas de route? Est-ce qu'il n'y a pas eu des mutations? Vous voyez, 3 000 par an sur l'axe lourd. Vous rappelez quand Pobien est arrivé, le triangle de la mort, comme ça a été appelé. Vous pouviez quitter Yaoundé et arriver à Saint-Médima? Mais dans le potentiel, on peut Vous pouviez quitter Yaoundé et arriver à Bafoussam? Dans le potentiel, on peut faire mieux. Vous pouvez quitter, on peut faire mieux. C'est pourquoi le président a compris que vous savez que lorsque moi j'enseigne la science politique, j'enseigne les sciences de l'État, M. Dupita. Je dis toujours, même sur la scène internationale, il y a les prévisions. Mais il faut toujours opposer les acteurs et les facteurs. Il y a des facteurs. Prenons toutes les sciences que vous enseignez et celles que d'autres enseignent. C'est ça. 35 ans après, plus de 50 ans après l'indépendance, Douala et Yaoundé mérite-t-il d'être reliés par une voie comme celle que nous vivons là? Non. Donc on peut conclure... on peut conclure qu'il y a des pesanteurs, c'est-à-dire il y a les forces... Il y a des forces exogènes, le FMI, la Banque mondiale, la politique coloniale qui a existé, l'esclavage. C'est pourquoi il faut des hommes politiques très forts à côté du président. Mais on voit bien cette force nous amener jusqu'à présent. Où? Quelle force? Nous sommes au FMI. Vous avez reconnu que ce sont les instruments de la domination. D'accord. Qui a demandé au Cameroun de privatiser les sociétés? Nous sommes en année électorale. Qui a demandé, M. Dupita, terminons ce versant. Oui. Qui a demandé au Cameroun de privatiser les sociétés? Moi, quels sont ceux qui ont commencé à mettre... Exceptionnellement, je répondrai en vous renvoyant une question. Oui. Qui les a privatisées, ces sociétés? Mais ce sont les colons. Donc comment? C'est-à-dire quand le FMI arrive, ils ont leurs intérêts, ils sont en crise. Qui est allé chercher le FMI? Mais ce sont les États africains, c'est un problème global. Donc, bon, à côté de ces systèmes, le système n'était pas suffisamment fort pour surmonter. Ne sont rien du tout. Okay. Et c'est là où je vous le dis froidement sur la scène internationale. Où sont passés les Lumumba? Où sont passés les Oumiobe? Où sont passés les Oseda Fada? Où sont passés les Abika Krabal? Vous savez ce qui me choque chez les Africains au quotidien, parce qu'ils sont habitués à manger le poisson, le dolé, danser, etc. C'est qu'ils ne comprennent même pas que parfois les chefs d'État africains ne contrôlent même pas les politiques intérieures qu'ils mènent. Mais en plus, vient s'ajouter la kleptomanie nationale, le vol. Double responsabilité quand même. Quand vous avez un parti comme le RDPC, où certains sont plus riches que le président, je vous l'assure, le problème aujourd'hui ne se pose pas. Qui sont ceux qui sont plus riches que le président? Mais les ministres, certains ministres. Vous voulez que je vous le rappelle? Certains directeurs généraux. Je vais vous dire quelque chose, faites un peu comme moi, vous avez encore de bons yeux. Amusez-vous un peu à visiter des quartiers comme l'Hippodrome, qui étaient des quartiers d'État. Des quartiers comme le Lac,
et bien d'autres quartiers comme Bassos, vous allez vous rendre compte et regardez tous les buildings. Vous avez même des quartiers comme Oja. Prenez un stylo et une feuille et vous évaluez un peu les clôtures marbrées. Sortez de Yaoundé, venez un peu à Douala. Allez un peu visiter, il y a un quartier ici qu'on appelle Denver. Vous savez, vous avez vu parfois les films américains, vous savez ce que c'est. Moi j'étais à Denver. Denver c'est le rêve. Vous avez des quartiers ici comme Bonanjo, Bonapriso, qui étaient des quartiers d'État. Des kleptomanes s'en sont emparés. Ils ont dépouillé l'État de tout son patrimoine. Et je termine sur ce point pour vous dire, lorsque certains parlent de Paul Biya, ça nous fait rire. Regardez les hommes d'affaires. La plupart produisent quoi? Vous avez les grands importateurs de pâtes qui vous disent, nous sommes des entrepreneurs. Vous avez les grands importateurs de champagne. Il y a une contradiction dans votre discours. Je veux dire, vous reconnaissez qu'il y a des détournements massifs. Il y a la souffrance. Vous reconnaissez que le système spolie les biens de la République. Les hommes. Les biens de quel détachement vous faites entre le système et les hommes. En même temps, vous dénoncez l'opération Épervier. Non, je n'ai pas dénoncé. Je suis pour l'opération Épervier. Je voudrais d'ailleurs vous dire que lorsque un président de parti politique, que je ne vais pas citer après son congrès, a dit qu'il y en a pas 4 qui ont fait le congrès il y a moins d'une semaine. Il a dit qu'il allait réviser le procès. J'ai sursauté, j'ai dit mon Dieu, voilà la guerre civile qui se prépare. Oh, je vais vous parler de ce monsieur. Mais la guerre civile. Alors, vous imaginez si tous ces voleurs, le jour au lendemain, Paul Biya part et on les sort? Je vais vous dire quelque chose. Lorsque le ministre d'État, Atangna Mebara, est mis en état d'arrestation, le ministre délégué à la justice, qui a pour ministre un analphabète pratiquement juridique, et c'est normal parce que le vice-premier ministre Amadou Ali conduit les affaires en s'appuyant sur l'expert en droit qui était M. Kamto. C'est Kamto qui fait arrêter Atangna Mebara. C'est lui. Et puis quand il dit qu'il va les libérer, bon, on voit bien qu'il a préparé peut-être son coup. C'est le même Kamto qui est président de la commission juridique du droit international des Nations Unies, qui marque dans le rapport que j'ai à ma possession. Il s'agit des prisonniers politiques. C'est lui qui est président de cette commission. Pire encore, parce qu'il faut quand même que je vous dise pourquoi je soutiens le président Paul Biya. Et certains veulent me déranger et me perturber dans ma sérénité. Lorsque ce monsieur vous dit qu'il va libérer, moi j'étais au tribunal lors du procès du ministre d'État Marafa. Le juge Chilik, et je ne peux pas oublier ça, a eu 4 questions. Monsieur le ministre d'État, le président vous a-t-il parlé d'un achat d'avion? Le ministre d'État Marafa dit oui. Deuxième question du juge Chilik. A-t-il mis de l'argent à votre disposition? Le ministre d'État dit oui. Il dit troisièmement, est-ce qu'il y a l'avion? Il dit non, c'est pas chose. Chilik le coupe et reprend. Est-ce qu'on a versé cet argent au trésor public? Non. Ce candidat dit que lui va les libérer parce que il a évoqué plusieurs dimensions volontaires d'une maladresse politique à nul autre pareil. Comme toi, c'est un aîné pour qui, un brillant d'ailleurs enseignant. Je voudrais d'ailleurs vous dire que c'est mon collègue à l'IRIC parce que beaucoup de Camerounais ne savent pas qu'il est enseignant permanent à l'IRIC. Bon, c'est un grand professeur. Mais vraiment, politiquement, il a fait peur à tout le monde à l'idée de savoir que il va réaliser. Comment vous pouvez penser que ce monsieur a été ministre de la Justice, garde des Sceaux, vice-ministre, ministre délégué, et il remet en cause. Je voudrais revenir sur une non, écoutez, vous voyez une démonstration. Donnez-moi une seconde. Allez-y, vous avez votre seconde. Vous avez votre seconde. Allez-y. Les magistrats nous écoutent. On nous écoute à Mondiovision. À un moment donné, une grande émission comme celle-ci ne doit pas paraître comme un théâtre de Tintin qui viennent faire la propagande de tel ou tel autre candidat. Il faut qu'il y ait une pertinence lorsque les hommes politiques sortent. Parce que cette campagne... Vous avez votre seconde, hein? Voilà. Pour la démonstration. Cette campagne et je reviens avec ma question. Se fera sur le plan idéologique, programme contre programme. Comme celui qui a été
ministre délégué, peut défier tous ces magistrats et ces grandes personnes qui ont longtemps cru que on pouvait croire à cette justice. Et moi j'ai une question. Oui. Vous l'avez dit, Oui. Amadou Ali était un analphabète Juridique. 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 C'est-à-dire que... Quelle alchimie faites-vous porter à Maurice Kamto l'arrestation d'un certain nombre C'est lui qui était d'un certain porteur... nombre de personnalités alors qu'il n'est pas titulaire au poste? Non, c'est lui qui était porteur de la programmation et de l'interprétation des dossiers qui passaient par la chancellerie. Oui, je veux dire que Ben, je vous donne une autre preuve. le conseiller n'est pas le décideur. Bon, je vous apporte la preuve. Il peut avoir donné une orientation. je vous Il peut apporte- avoir, je prends le pied des cas. Mais Il peut avoir donné un conseil, une orientation à son ministre et qui après en assume l'entière responsabilité. Monsieur Vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez pas faire porter à un ministre délégué la responsabilité d'une action du titulaire. Monsieur Dipita, Oui, monsieur le je professeur. suis un homme politique accompli. Vous êtes brillant dans votre question. Alors vous savez ce qu'il lui restait à faire? Chevènement disait, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Mais il démissionnait. Je voudrais vous dire que monsieur Kamto arrive aux affaires en 2004, le candidat, puisque là, je parle du candidat, ils auront chaud avec nous sur le plan technique et matériel et en matière de preuves. Il arrive aux affaires en 2004. En 2008, le ministre d'État Talamebara est arrêté. Il démissionne plusieurs fois après, alors que c'est sous son auspice que ses compatriotes sont arrêtés. C'est sous son auspice qu'on révise la Constitution. Et lors de sa démission, il ne vous a jamais dit qu'il démissionne. Mais j'avoue que parce que la justice finit sa main. j'ai du mal à digérer quand vous dites. À Parce digérer qu'il quoi? est ministre délégué. Donc il n'assume pas la fonction de. Mais il démissionne. Il est ministre Puisque délégué. apparemment, il donne l'impression qu'il a pris. Moi, je veux comprendre l'alchimie qui vous La chimie, c'est l'engagement. L'engagement. qui vous engage à lui donner en tant que délégué à une fonction et non titulaire au poste. Ce qui me gêne, c'est d'abord la posture. Sauf si c'est une sortie savamment politique. D'ailleurs, Non, non. vous êtes là, c'est davantage de politique qui parle. Je suis un homme politique. Militant du RDPC. Je ne le cache Donc je le prends. Et à ajouter quelque chose. Donc je le prends sous cette casquette. Soutien absolu. Je voudrais à la qu'on dise un politique du mot. président Paul Biya. Je voudrais qu'on dise un mot également sur cette autre. Dites-le. J'ai failli dire lucidité, hein, pour certains militants du SDF Bien sûr. qui ont pensé que leur président, je ne sais pas si on dit naturel chez eux aussi, je ne vais pas faire du mimétisme. Non, nous on n'a pas de Ils naturel. ont pensé que, Nous, on n'a pas de leur naturel. président n'est plus le bon cheval Le bon cheval. pour mener la campagne de 2018. Et ils ont investi Joshua aussi. Je veux dire que cette lucidité n'inspire pas votre parti, hein, le RDPC. Oui, mais en attendant, je continue. Pour une à fois, vous- parti traditionnel, Oui. si on peut l'appeler ainsi, l'un des anciens partis propose autre chose en termes de candidature que l'éternel existant. C'est une innovation. Vraiment, en tant que rénovateur, dans mon parti, et homme politique éclairé, pour moi, le SDF a tracé la voie de l'alternance. Vous savez, quand nous soutenons le président Paul Biya 35 ans après, croyez-moi, M. Dipita, nous ne sommes pas des idiots. Nous savons tout simplement qu'il y a des gens exceptionnels. Il y a des règles, mais la règle fait exception. Quand vous voyez le parcours du président Paul Biya, vraiment c'est un monsieur tellement doué, et je pense qu'il le sait. Et c'est pourquoi il tient la reine avec une vision où nous nous sommes engagés à la campagne. Ramenez à Joshua aussi. Moi, je pense aujourd'hui que la candidature de Joshua le projette vers l'avenir. Et en même temps, en tant que politologue, là, permettez-moi d'arborer ma touche d'universitaire. J'ai bien peur aussi que ce soit une destruction pour ce garçon que j'aime beaucoup, parce que je voudrais vous dire quelque chose. Lorsque j'ai été abusivement traduit au conseil de discipline de mon parti, j'étais à Paris, Joshua m'a appelé pour me consoler, pour m'apporter son soutien. Ça m'a marqué. C'est un ami. Mais quand je viens à Douala, Joshua me prend dans sa voiture.
Il m'accompagne avec beaucoup d'affection à gauche et à droite, même au volant. Ah bah vous soupçonnez de faire des travaux sur non, les on ne SDF. fait pas la politique comme ça, permettez-moi de vous dire. C'est un garçon généreux. Mais je ne sais pas qui vous a dit que la politique, les gens doivent toujours se tuer. Moi, N'est pas vraiment ma question. J'ai vu M. Chirac. Le SDF a changé. Oui, le SDF a changé, mais dans ce même élan, je vous dis qu'il s'agit incontestablement d'une projection. Donc pour vous, c'est un bon candidat pour 2025. D'abord, c'est bien pour l'avenir. Pour 2025. Oui, et puis il est de ma génération. Pour 2018, c'est important. 2018, c'est Biya le brillant, c'est Biya le beau, c'est Biya qui ferait l'affaire. C'est naturel chez vous. Écoutez, Paul Biya, à côté de Joshua, il y a d'autres candidatures qui émergent. Vous me laisser terminer avec Joshua. Oui. Parce que j'ai présenté deux pans. C'est bien pour l'avenir, mais c'est aussi un piège. Et ça, je le pense quand j'aborde ma touche de politologue dans le SIF. J'ai l'impression que 92, John Fundi fait un score de 36%. Il y a des croissances. Il baisse, il baisse, il baisse, il baisse. Mais au moment où Joshua Ozi va à l'élection présidentielle, j'ai peur pour lui et j'espère que ce ne sera pas un piège. Parce que si Joshua sort deuxième ou troisième, il sera abattu. Et Fundi, qui est un monsieur aussi très intelligent, reprendra les choses en main. Et cette affaire du SDF que vous observez, pour moi, c'est une bataille de l'ombre entre deux générations. Donc, en d'autres termes, vous dites que c'est comme si Fundi a mis Ah oui, il faut faire attention. Un petit piège. Chemin de Joshua. Un petit piège. Contrairement à Paul Biya, il n'y a pas de piège. Vous lui dites, vas-y. Et tu auras l'effet de boomerang. Et on verra où tu vas conduire. N'empêche que, tout au moins pour les sénatoriales, c'est vrai, c'est une élection qui n'implique pas tout le monde. Oui. Mais ils ont réussi à retourner vos électeurs. Hein, parce qu'il y avait aussi, au point d'avoir... Il y a une bataille, il y avait une bataille des élites là-bas. Il faut que je... C'est un argument dont il faut tenir compte. La bataille des élites affaiblit le RDPC. La bataille n'est pas terminée. D'ailleurs, je vais vous dire. Elle peut également se propager. Partout. Elle peut aller dans les autres régions. Partout. Au point d'affaiblir le RDPC, justement. Pour... est vrai. Partout où certains membres du secrétariat général qui sont là depuis 92 et qui sont impopulaires font de mauvaises investitures, ça retombe sur le parti. À côté de... Parce que quand vous voyez Bamenda, le nord-ouest, il y avait trois listes. Il y avait la liste de la camarade Régine Amungi, qui est membre du bureau politique. Il y avait la candidature de l'ancien premier ministre Achidi Achou. Et il y avait la candidature de John Begiminde, qui est d'ailleurs le fils d'Achidi. Et on va plus s'entendre. Et l'investiture s'étant finalement opérée au détriment de certains camarades, ce sont ces camarades et leurs partisans qui ont demandé quoi. Alors, à côté de ces candidats traditionnels, je vais citer de mémoire, hein. Oui. Il y en a Yagouet du MPCC, il y a Olivier Billet, il y a Akeremouna, Gargaman, les anciens, Adamundam Joya, Cabral Libi, Serge Espoir Matomba. Vous faites une illusion, vous faites une idée de tous ces gens-là? Bon, moi je pense, pour ma part, je ne dirais rien de ceux qui ne pèsent pas sur le jeu politique. Qui sont ceux pour vous qui ne pèsent pas? Quand vous citez certains, vous savez, je n'aime pas heurter, mon éducation ne me permet Alors, parlons de ceux qui... Alors, ceux qui sont, pour moi, de poids lourd. Il y a l'UDC, hein. Ils ont, depuis 1992, apporté la preuve qu'ils peuvent contrôler le NUN. L'UDC, c'est un poids lourd. C'est-à-dire, vous savez, l'élection présidentielle, c'est un homme, une voix. Chaque voix compte. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'on peut jouer aussi une ouverture avec l'UDC. Moi, le président Adamou Damdouya m'a reçu. C'est lui qui a fait appel à moi. Et dans ce cas, le RDPC étant un parti apaisé, nous devons toujours continuer à négocier. Moi, j'ai besoin aussi de voir des Bamoun. Pour le président Paul Biya. Autre candidat? Bon, je vois aussi, effectivement, le poids évident d'un Akeremouna. Vous savez, Akere apparaît comme le candidat de la rupture et qui peut mobiliser autour de lui une certaine classe politique. C'est-à-dire des gens propres.
Même si, quelque part, nous pouvons reconnaître que parmi les grosses pointures, du moins les plus en vue, je sois aussi à Keremouna. Appelons-le aussi, c'est pas mal, il faut le reconnaître, le jeune Cabral Libil, qui est un petit frère aussi, un ami, il peut opérer un jeu trouble. Je pense que, effectivement, notre chance demeure, c'est-à-dire du candidat Paul Biya entière pour une seule raison. En 92, et puis il y a aussi Kamto, le président Kamto, hein, ça aussi il faut le rappeler, qui va jouer un jeu, il ne faut pas se tromper là-dessus. Mais l'avantage qu'aujourd'hui le candidat Paul Biya a, c'est la division de l'opposition. C'est la touche du politologue. Vous savez, les gens disent, Akere accuse le MLC d'être un une top du RDPC. Le MLC accuse le SDF. Le SDF, il s'auto-accuse. Et là, quand vous suivez certaines analyses maladroites, ils vous disent, non, c'est le RDPC qui joue le jeu. C'est l'image, hein? Ce n'est pas des faits réels. Oh, mais écoutez. Bon, alors si vous le dites, chacun accuse l'autre. Or, en réalité... Donc vous êtes de ceux qui pensent que l'union de l'opposition peut tout au moins... peut faire mal. D'accord. Pour vous, ce sont... Mais ils ne vont jamais s'unir. Ce sont des gloutons, des assoiffés. Ils sont avides de pouvoir. On l'a expérimenté en 92. Nous sommes d'abord sereins parce qu'ils ne peuvent jamais se mettre ensemble parce que ce sont des gloutons politiques. Moi, je mets au défi les Camerounais qui nous écoutent. Nous soutenons le président de la République parce que nous savons que les autres sont un peu perdus. Chacun veut être président. Regardez le congrès de l'autre. N'empêche qu'à côté... C'était pire que la sortie de Paul Biya dans la limousine. N'empêche qu'à côté... Chacun avait un beau costume, chacun portait sa cravate, chacun a créé des organes, etc. N'empêche qu'à côté des... À côté de quoi? Des adversaires politiques, il y a même des faits, des arguments qui pourraient aller... qui pourraient ne pas forcément être favorables à votre candidat. Il y a cette crise anglophone qui certainement ne va pas vous faire beaucoup de bien. Hein. Depuis que vous cherchez des solutions, on en est pratiquement à la guerre. Vous avez changé de gouvernement, vous avez envoyé l'armée. Jusqu'à hier encore, on abattait le surveillant général du lycée Kosala de Kumba. Il ne se passe plus de jours où, d'ailleurs, le gouverneur de la région du sud-ouest en personne a été attaqué de front. Il a dû sortir d'une embuscade. Vous savez, Dipita Tongo, la crise anglophone ne devrait pas être un problème qu'on met dans le débat politique. Lorsque la France, les États-Unis étaient confrontés à des problèmes susceptibles de déstabiliser la nation. Rappelez-vous, lorsque les attentats du World Trade Center sont arrivés, je n'ai pas vu les démocrates accusés. Peut-être justement parce que le chef de l'État en fonction a consulté les forces. Qui a consulté les forces. Vous avez consulté qui? A consulté les forces nationales. Écoutez, on a pu voir les démocrates au Congrès. Oui. On a pu voir le Parti socialiste et à l'époque, je crois, les Républicains en France se mettre ensemble lorsque, à l'occasion des grandes crises, quand la France a dû se mettre avec les Américains pour l'Irak. Voilà. Ils ont ouvert le débat politique et chacun s'est mis ensemble. Au Cameroun, on a l'impression que le RDPC gère cette histoire-là seule, sans concertation, sans consultation. Sur le fond, oui. Il y a des problèmes qui concernent la nation. L'unité de la nation. Les questions de terrorisme. On n'en fait pas... mais j'ai une image. On n'en fait pas un problème politique. J'ai une image. Est-ce que si le président Biya, par exemple, recevait... vous avez cité certains hommes politiques de l'heure qui semblent compter dans l'opinion. Si le président les recevait au palais, autour d'une table, avec comme sujet la crise anglophone, on voit Frondi, Kamto... Je l'ai dit. Vous savez, un signal fort d'unité. Permettez-moi de vous dire face à l'adversité. Vous savez pourquoi vous ne le faites pas? Je vais vous dire pourquoi on ne le fait pas. D'accord. Le renouveau initié par le président Paul Biya
Et par conséquent, le biaïsme est tourné vers deux indicateurs. Le premier indicateur est administratif. On a des ministres, des directeurs généraux, etc. Ceux qui mettent en place, en dehors de l'étiquette politique, la politique de la nation à l'effet d'accompagner le président de la République. Lorsque ce premier point est touché par le G11, par des gens qui passent plus de temps à rechercher la place du président, par des moyens louches et tout ce que nous connaissons, ça ne peut pas marcher et par conséquent, le président ne peut pas avoir la bonne information. Vous avez la preuve que, à plus d'un titre, le président a été mal informé. Je peux d'ailleurs vous dire que c'est à travers la presse et les médias qu'effectivement le président se fait une intime conviction des choses. Donc le premier pan, le premier indicateur, l'administration est touchée par des bandits. Deuxième pan, susceptible d'accompagner le chef, c'est le parti. Si aujourd'hui, le président Paul Biya a encore une large base, parce qu'on a vu, le parti est structuré, le secrétariat général du comité central, si, est dangereux. Mais quand vous faites dans ce constat... Alors, ça veut dire que... Quand vous faites ce dossier... Permettez-moi d'aller jusqu'au bout, je vous en prie. Je ne veux pas de notre secrétariat général. On passe plus à régler les comptes, au ministre Sadi, il veut le régler les comptes. Non, alors on parle du sud-est. Le parti, mais écoutez, est un instrument de mobilisation. Quand vous avez fait ce double constat d'échec, l'instrument administratif et l'instrument politique. L'instrument administratif, goulot d'étranglement. Voilà. L'instrument politique, à l'échelle administrative, goulot d'étranglement. Et bien vous comprenez que on ne peut pas parler... Quand vous faites dans ce double constat d'échec, quelle est la conclusion que vous tirez? Il faut que certains foutent le camp. Et je constate que sur le plan administratif... C'est à partir de quel niveau? D'abord, sur le plan administratif, il y a une dynamique. J'observe d'ailleurs, c'est pratiquement votre logique politique, votre démarche, que tout le monde responsable, sauf le chef. Vous savez, M. Gipita, chez les latins, le chef c'est l'octor, le guide. Aujourd'hui, vous avez des femmes trompent même leur mari aujourd'hui. Les maris disent qu'il faut qu'on accuse Paul Biya. Les jeunes filles aujourd'hui se boivent de l'alcool à gauche, à droite. On dit que c'est Paul Biya. Pourquoi vous aussi vous cherchez toujours Paul Biya partout? Parce que nous lui avons accordé le mandat. Au revoir. Oui. Parfois dans vos foyers. Nous lui avons donné le mandat. Monsieur Dipita, et nous sommes sans eau, sans électricité. Nos enfants ont besoin de formation. Nous avons besoin... je suis d'accord. On n'a pas de route. On n'a pas d'hôpitaux. Il faut bien qu'à un moment donné, qu'on lui demande... On n'a pas suffisamment d'eau. Je suis d'accord avec vous. On n'a pas suffisamment des hôpitaux. On est d'accord. On n'a pas suffisamment de routes. Vous savez, quand vous êtes un homme politique, vous ne venez pas sur une télévision comme celle-ci. Quand vous faites ce constat, vous dites qu'il faut débarrasser tout le monde, sauf le leader. La loyauté. D'accord. Que l'histoire retienne quand même que dans ce pays, on a eu des patriotes et votre solution pour la réforme. Je suis loyal. Monsieur Dipita, regardez un monsieur comme moi. J'ai une carte dans le parti qui date de 32 ans. Je voudrais l'avis du politologue sur la solution de sortie. Dialogue inclusif. Dialogue inclusif. Mais tout le monde en parle. C'est quoi le dialogue inclusif? Mais effectivement, comme vous avez dit, nous sommes les collaborateurs. Recevoir Camto, non, par contre, non. Il devrait le faire. Mais il faudrait aussi qu'il ait autour de lui un cordon sécuritaire. Dialogue inclusif avec Abiouk Tabé, Agbobala. C'est différent. Écoutez, ne venez pas demander aux Américains ou aux Russes de négocier avec Ben Laden. Autant je pense qu'on peut négocier avec les Camerounais de l'intérieur qui, au départ, ont pris une option sur le sécessionnisme, les mains libres. Autant il ne faut pas mélanger les choses lorsque les gens tirent sur le drapeau. D'abord, M. Dipita, regardez au moment où nous sommes assis sur ce plateau et les gens nous regardent. Il y en a qui meurent. Regardez ce qui se passe. Je comprends. Regardez ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest. J'ai compris votre... Monsieur Dipita, c'est un drame. J'ai clairement compris votre... Par contre, je suis d'accord avec vous sur un point. Dialogue inclusif. Imaginez-vous un temps soit peu. Et c'est ma position encore en tant qu'homme politique.
membre du comité central de ce parti. Imaginez-vous un temps soit peu, un Maurice Kamto, un Adamou Damdjoya, un Belomouba Maïgari, un John Frunzi, et bien d'autres que je ne peux pas citer ici parce qu'on ne peut pas les citer tous, s'asseyent autour du président Paul Biya, effectivement, et font une déclaration commune de vision sur l'état de la nation concernant la question. Faudrait-il que Paul Biya impulse ce la gouvernement-là? crise est terminée. On attend lui qu'il impulse. Ben, écoutez, c'est Vous regrettez qu'il ne l'ait pas encore fait jusqu'à présent? Je pense que le président est un homme légaliste. Je vous dis, prenez mon cas. Une démarche et je peux vous poser une question. Cette démarche n'a rien contre la légalité. Hein? Mais non, la légalité, c'est vis-à-vis des hommes qui vous entourent. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question. Est-ce que vous regrettez que jusqu'à présent, le président n'ait pas encore appelé toutes les forces vives de la nation, au-delà des hommes politiques, les religieux, le cardinal Touré? Oui, je pense que le président doit le faire. D'accord. Vous savez, je pense que le président doit le faire très rapidement. Au nom de la nation, l'article 5 de la Constitution lui confère le rôle de garant. Une ou deux dernières questions. Et rien, je continue à dire que vous invitez le président à le faire instamment. Je pense que nous qui sommes ses collaborateurs, sur le Sénat, nous devons amener aussi la nomenclature nationale à comprendre que sur le Sénat, la question anglophone ne peut pas être réglée sous le seul prisme du gouvernement et du RDPC. Ça, ce n'est pas possible. Sur le Sénat. Oui, finalement, on est parti d'au moins 2 groupes parlementaires, une majorité. Je veux dire, à la limite, est-ce que les sénateurs SDF devraient même encore entrer dans ce Sénat-là, puisque visiblement, ils n'ont pas d'armes? Vous direz, ils prendront la parole, ils vont certainement, dans le débat, apporter leur voix, mais je veux dire qu'ils n'ont pas d'armes. Monsieur Dipita Tongo, il faut féliciter une certaine opposition camerounaise pour une seule raison. Lorsque le président Paul Biya annonce la convocation du corps électoral, en 1-2 minutes, on est pratiquement à la fin pour ça. 9 partis politiques s'engagent à y aller. Vous savez, lorsqu'on veut déstabiliser un État, les adversaires du régime commencent par vous dire qu'on boycotte. Moi, j'ai été impressionné et je salue ces partis, y compris le RDPC qui sont. Donc, pour vous, ils ont un rôle à jouer. Oui, ils ont un rôle à jouer. Autre question, il nous reste, environ 2 minutes. Et je regrette qu'il n'ait pas eu un groupe parlementaire. Vous savez, les majorités obèses. On n'a plus le temps de développer. Oui, en une seconde, les majorités obèses à l'Assemblée partout ne servent à rien en démocratie. Il y a cette campagne. La démocratie, c'est la pondération. Il y a cette néfaste campagne de pollution, j'ai failli dire morale, qui s'étend sur les réseaux sociaux. Oui. Avec des néfastes groupes qui développent pratiquement l'ethnicité. Vous avez une réaction là-dessus? Oui, c'est triste. C'est surtout, cette affaire est beaucoup plus portée par les adversaires du président. Malheureusement, tous ces partis et ces hommes comptent sur leur village. L'avantage que Paul Biya, avec... vous avez condamné, j'ai compris, vous avez condamné. Oui, je condamne. Un mot sur la supercherie du Paul Biya a une implantation nationale. Un mot sur la supercherie du MIDA, cette catastrophe où tout le monde voulait se faire... Mais écoutez, dans un pays où on a fait du jeu du hasard un instrument national, regardez les Libanais partout. Dans un pays où les jeunes sont au chômage. Vous aurez pu au sein de votre système que vous avez mis en place contrôler tout ça? Mais je me bats dans le parti pour ça. D'accord. Dans un pays, effectivement, où vous avez vu pratiquement, regardez les jeunes, quand vous passez dans les rues de Douala, Yaoundé, Daïdo, etc., qui hurlent quand Barcelone marque un but. Les gens ont des mises. C'est la pauvreté. Vous savez, on ne joue pas avec un État et un peuple. Quand vous êtes à côté d'un grand homme, d'un visionnaire comme Paul Biya, qui a plein d'espérance, parce qu'on va à la fin. Il faut être capable de dire la vérité au président. Ma dernière question. Et lui dire que ce que nous venons de voir avec MIDA est le reflet de la misère. MIDA n'est qu'un aspect, hein, parce qu'il y a plein d'autres... Alors, une dernière question. De la misère ambiante qui règne. Une dernière question. Je vous ai beaucoup écouté en 90 minutes. Oui, je n'ai même pas vu le temps passer. Avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Je vous remercie. Moi aussi. Alors, vous reconnaissez un petit défaut en tant qu'homme politique. Je veux dire, vous avez
vous avez l'accusation facile vis-à-vis de vos adversaires, mais je veux dire qu'en même temps, si vous avez des ennemis politiques, il y a au moins une ou deux choses qu'on peut vous reprocher. Ce serait laquelle? Je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire. Ça veut dire, vous voyez, que c'est un bon bouclier du président Biya. Je suis un bâtard. Ça veut dire que je prends des coups, mais j'en donne aussi. Merci. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Ceux qui s'attaquent à moi, merci, ne m'échapperont pas, et c'est mon défaut. Et parfois, effectivement, j'ai des amis comme Fameux Ndongo et bien d'autres amis, ministres, délégués, merci, qui me disent souvent, Charles, Pascal, apprends aussi à pardonner et à prendre du recul. Et mon défaut est que moi, je n'ai pas le tempérament de Paul Biya. Pascal Charlemagne, non, permettez-moi de le dire, ça va être beau. Je n'ai pas le tempérament du président Paul Biya qui supporte énormément. Il supporte les bandits, il supporte les chrétiens, il supporte les... On attend de votre nomination éventuelle. Oh, vous savez, le président Paul Biya a fait de moi membre du comité central. C'est déjà une très grande reconnaissance. Le reste suivra avec la volonté de Dieu. Merci beaucoup d'être parti spécialement à Yaoundé pour cette émission. C'est moi qui vous remercie. Évidemment, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Et moi aussi. Surtout, vous êtes un journaliste, il faut le dire, prolixe et citoyen qui, effectivement... sur son plateau. Merci Pascal. Il faut être armé pour faire face à vos questions. Madame, Monsieur, merci également. Évidemment, il n'est plus à présenter. Pascal Charlemagne Messanga Nyamdi. Et je voudrais saluer mes étudiants de lyrique. Professeurs d'université. Et toute la diaspora qui nous regarde. Enseignants à lyrique. Et ceux qui croient encore que les choses peuvent changer à l'intérieur du comité central du RDPC. Et ce soir dans Entretien avec, vous aurez une rediffusion dimanche à 21h et mercredi prochain à 14h. Bonsoir.